Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Action Pratique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'assez important, que je trouve assez important dans notre communauté, la communauté noire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Sylvain. Ici, je te parle de mindset, de la transformation et du développement personnel. Je te parle de la croissance et de l'industrialisation de l'Afrique. Je te parle de l'éducation financière. Je te parle de tout ce qui va te permettre de te développer et de développer notre communauté parce que, comme j'ai l'habitude de dire, être noir ne signifie pas être un sous-homme. Vous allez m'excuser parce que je suis un peu grippé. J'ai fait, après un accident que j'ai eu, ensuite j'étais vraiment très très alité. Mais par la grâce de Dieu, ça commence déjà à aller. Voilà aussi pourquoi depuis un certain temps, vous n'avez pas euh, vu que j'ai produit des vidéos sur ma chaîne Action Pratique. Je vous invite donc à souscrire, à liker et à partager nos contenus et également de mettre le pouce bleu, ce qui va nous permettre de produire encore des contenus de qualité. Notre objectif et notre rôle, c'est de faire changer le narratif sur le peuple noir, sur la terre, parce que c'est un narratif, c'est un mensonge qui a été vendu à l'humanité en disant que être noir, c'est être sous-homme. Être noir, c'est considéré comme quelqu'un, comme un citoyen de seconde zone, et que tout ce qui est noir est faux, tout ce qui est noir est néfaste, tout ce qui est noir est catastrophe, tout ce qui est noir est lié à la famine et assimilé à la pauvreté, à la misère, à la disette. Ce que je voudrais sur cette chaîne, par ma modeste voix, essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que être noir ne signifie pas être sous-homme, être noir ne signifie pas que vous n'avez pas les capacités intellectuelles ou alors vous êtes sous-équipé en quoi que ce soit. Il faut tout simplement se former, il faut tout simplement croire que vous avez le même potentiel. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait la différence, mais c'est que le continent africain, le peuple africain s'est laissé dominer depuis plusieurs siècles, déjà à partir de l'esclavage arabo-musulman qui a duré 11 siècles. Après est venu l'esclavage occidental et le néocolonialisme qui a suivi, ce qui fait que beaucoup de mentalités ont été embrigadées et sont restées dans ce carcan-là, dans cette façon de penser, parce que nous avons tous fait les mêmes universités et la plupart du temps, nous sommes sortis les meilleurs dans plusieurs domaines. Et même au niveau du sport, la preuve en est qu'aujourd'hui, notre frère et compatriote Francis Ngannou a véritablement rivalisé avec le champion du monde Tyson Fury en poids lourd, en boxe anglaise. Et vous avez, comme moi, vu ce qui s'est passé. Maintenant, les résultats peuvent être discutés sur l'appréciation des uns et des autres en termes de spécificité selon les professionnels de la chose. Moi, je n'en suis pas un. Donc, mais il n'en demeure pas moins que nous avons tout simplement assisté là, à Mondovision, à quelque chose que je pense qui fait plutôt du bien et plus de publicité même à Francis Ngannou aujourd'hui que s'il avait tout simplement gagné ce combat-là et s'il avait été déclaré par ces juges-là vainqueur de cette compétition. Donc, dans le même sens et dans la même lancée, je vais ici féliciter tous ceux qui, de par leur compétitivité, de par leur vivacité, de par leur capacité et leur expérience, ont prouvé au monde que on peut partir de rien étant africain et arriver au sommet. Je pense notamment ici à Samuel Eto'o, je pense notamment ici à Didier Drogba, aux anciennes gloires comme Georges Weah, je pense ici à Emmanuel Adebayor, Didier Okocha, je pense ici à ceux de la musique comme Youssou N'Dour. Euh, il y en a tellement, il y en a tellement. Je pense ici à Katino, je pense ici à euh, Eboa Lotine, je pense ici à
Il y en a tellement, il y en a tellement, je ne peux pas tous les citer, à tous ces Africains qui ont fait que l'Afrique soit véritablement reconnue aujourd'hui de par le monde entier. Et vraiment, je voudrais ici dire aux uns aux autres que vous devez être fiers d'être noirs. Vous ne devez pas envier les autres peuples, mais tout simplement comprendre que c'est à nous de démontrer que nous avons la capacité et les compétences sans pour autant détester les peuples, sans pour autant détester les autres êtres humains qui vivent sur le globe terrestre, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble avec les autres communautés, avec les autres peuples, avec les peuples qui viennent d'autres origines, qui ont d'autres cultures, mais seulement nous ne devons pas perdre la nôtre, nous ne devons pas perdre notre identité pour que notre identité, comme disent certains, soit assimilée à des personnes qui n'ont rien à voir avec nos cultures, qui n'ont rien à voir avec notre peuple, avec notre façon de faire, avec nos coutumes, je vais dire ça comme ça, nos habitudes. Donc, je donne toujours pour exemple ici les peuples de l'Asie, notamment si vous voyez le peuple japonais qui est un peuple millénaire, il a conservé sa façon de faire, le peuple indien, le peuple chinois, ils ont tous conservé parce que vous n'allez pas arriver par exemple en Chine et parler une autre langue en dehors du mandarin qui est parlé sur le territoire chinois. Donc, malgré tout ce que nous avons connu, tout ce qu'il y a eu, nous savons aujourd'hui que c'est Mao Tse-tung qui a fait de la Chine ce qu'elle est, malgré que beaucoup n'aimaient pas sa politique, mais nous savons aujourd'hui que il est celui-là qui a impulsé véritablement le développement de la Chine, bien que d'autres choses soient néfastes. Quand je dis cela, aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de parler d'un sujet qui, pour moi, je trouve que c'est assez important. C'est assez important parce que il y a quelque chose qui, quand je voyage, quand les pays là où je suis allé, les aéroports, les villes que j'ai visitées dans le monde, les personnes que j'ai rencontrées, quand j'essaie de voir aujourd'hui le comportement de certaines personnes, c'est pas seulement les Africains, des couples, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes dans des couples, je vois les comportements et je vois la facilité avec laquelle, autant pour moi, les gens prennent la légèreté, j'allais dire. Les gens prennent aujourd'hui le mariage. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que le mariage est devenu tant banalisé? Pourquoi est-ce que le monde banalise aujourd'hui ce que c'est que le couple, ce que c'est que la famille, ce que c'est que le mariage? Et beaucoup d'Africains, la plupart, ceux qui sont allés en Occident, qui vivent là-bas, qui sont de la diaspora, et beaucoup même qui sont rentrés au pays, et d'autres qui vivent au pays, comme je vais le dire au bled, ont adopté des comportements et des habitudes parfois me poussent à réfléchir. Et c'est l'objet notamment de cette vidéo où je pose la question ici aux uns aux autres afin que si vous avez des retours sur l'expérience ou alors des commentaires ou des avis, vous pouvez véritablement les partager ici sur la chaîne au niveau des commentaires pour que ensemble on puisse analyser cette situation. Parce qu'aujourd'hui, la facilité avec laquelle les couples sont détruits, pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui, par exemple, ne prennent plus la responsabilité véritablement de lutter, de bagarrer, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, pour leur couple, pour leur homme? Et pourquoi aujourd'hui les hommes abandonnent leurs épouses? Quand je dis abandonner, c'est-à-dire que préfèrent laisser celle qui a été avec lui pendant ces moments de galère, pendant ces moments qu'il n'avait rien. Et quand l'argent commence à rentrer, quand les possibilités, les portes commencent à s'ouvrir, ils préfèrent aller plutôt avec une autre femme. Et généralement, même beaucoup de nos frères africains, qu'est-ce qu'ils font pour la plupart qui vont en Occident? Lorsque les affaires commencent à marcher, lorsque les portes commencent à s'ouvrir, préfèrent se mettre avec les femmes d'autres peuples, d'autres origines, en laissant celle-là qui est restée au pays attendre ou alors qui est venue en Europe avec lui et qui se sont battus pour que parfois, dormant dans des, dans des endroits ou vivant dans des HLM,
passant des situations très compliquées. Qu'est-ce qui pousse des gens à faire cela? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous écouter euh, là-dessus. Est-ce que vous pensez que le fait que comme disent certaines personnes, c'est-à-dire que je ne suis plus de la même catégorie. Hier, je mangeais le wacheke, hier, je mangeais le foufou, je mangeais le haricot avec les beignets. Aujourd'hui, je roule en Rolls-Royce, je roule en Range Rover. Est-ce que c'est pour cela que je dois laisser celle-là qui a été avec moi quand je n'avais rien, quand je partais puiser l'eau avec un seau dans un robinet à 10 francs le seau de 10 litres pour me laver, pour qu'aujourd'hui je puisse dire non, celle-là n'est plus de mon niveau, elle n'est plus de mon acabit, elle ne sait pas s'exprimer devant mes amis, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça. Je voudrais vous écouter là-dessus. Et pourquoi est-ce que également les femmes pensent que j'ai écouté beaucoup de commentaires, j'ai écouté j'ai eu des avis, j'ai eu des retours où par exemple les femmes africaines vont te dire par exemple que non, je ne préfère pas les Africains, je préfère les Blancs parce qu'ils sont doux, je préfère me marier avec un occidental parce qu'un occidental me comprend mieux, un occidental ne fait pas ci, ne fait pas ça. Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à abandonner leur premier amour, si amour même il y en a encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse les personnes à faire cela? Parce que ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau où je vois également aujourd'hui dans des couples où les gens ont des enfants, c'est-à-dire que les couples africains ont des enfants, mais veulent totalement et complètement que les enfants s'occidentalisent, c'est-à-dire que ne veulent pas que les enfants aient les habitudes, n'enseignent pas le patois, par exemple, aux enfants, la langue du papa, la langue de la maman, pour que demain, ces enfants-là puissent parler, puissent communiquer en cette langue-là. C'est une perte de valeur. Et comment est-ce que la génération future sera, comment est-ce que on va encore pouvoir s'identifier en tant qu'Africain d'ici 50 ans, je ne sais pas. Je me pose bien des questions de ce qui va se passer de la culture africaine, de la façon de faire de l'Afrique. Nous disons tous oui, nous voulons que l'Afrique prospère, nous voulons que l'Afrique soit une Afrique émergente, une Afrique développée. Peut-être pas à la manière occidentale, mais à notre façon adaptée à nos réalités, à nos coutumes, notre façon de faire, à nos comment je vais dire ça, à nos habitudes. Mais est-ce que sans les valeurs africaines, sans les valeurs qui sont celles de nos ancêtres, celles de nos parents, c'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'un homme naît, par exemple, dans une famille, et qu'à un certain âge, il doit se marier, il doit quitter la maison parentale, il doit s'acheter un terrain, se construire une maison pour des familles qui ont beaucoup de terrain. Normalement, c'est le papa qui montre au garçon, voilà ta parcelle où tu vas te bâtir, ou alors pour ceux qui quittent par exemple le village pour s'établir en ville, doit s'acheter un terrain et maintenant lorsqu'on a acquis une parcelle de terre, ou alors on va en location, on cherche une maison, tout au moins un studio, on commence à se bâtir une vie, on commence à se faire une vie, c'est-à-dire qu'on commence à préparer à être un homme dans la société parce que je vais aussi dire aujourd'hui, les enfants ne se marient pas parce que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Mais je vois aujourd'hui des jeunes enfants, par exemple, les gens viennent te dire, on veut se marier, ou alors ça c'est ma copine à 15 ans. Je me pose bien des questions. Là, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi cette légèreté, cette façon? Est-ce que la responsabilité n'est pas celle des parents aussi? Je vous pose la question à vous qui me regardez. Euh, vous allez un peu écouter, vous allez un peu pardonner ma voix qui ne soit pas assez parce que, comme je vous ai dit, j'ai été bien alité. Mais quand j'ai quelque chose à partager avec vous, je ne peux ne pas venir ici sur la chaîne Action Pratique pour que ensemble on puisse en parler, pour qu'on puisse en discuter. Certainement, nous allons en reparler, nous allons encore développer ce sujet-là. Mais je voudrais déjà vous écouter là-dessus. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le foyer soit banalisé, que la famille ne soit plus prise en considération, qu'on veuille même détruire les racines, ce que nous avons reçu, je vais dire ça comme ça, de nos parents, ce qui faisait la force de nos ancêtres, ce qui faisait la force de nos parents, ce qui a toujours fait la différence au niveau même de l'éducation. Parce que vous allez vous rendre compte que
Toutes ces personnes aujourd'hui que nous prenons pour modèle, c'est des personnes qui ont véritablement été, je vais dire ça comme ça, moulées dans des familles, dans des cuisines de maman. Véritablement, vous allez voir aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui a été éduqué par sa maman, véritablement, qui a des valeurs. Vous voyez l'humilité en lui, quel que soit le type de millions, de milliards en francs CFA qu'il peut gagner, notamment lors de son dernier combat. Mais vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui véritablement ont reçu une éducation de valeur. Donc, je vous pose la question à vous, hein. Je vous pose la question à vous. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous ne prenons plus la valeur, nous ne mettons plus en valeur la famille, nous ne mettons plus au premier plan l'éducation? Pourquoi aujourd'hui, on pense que être avec une femme aujourd'hui et puis on peut la laisser tomber demain et se retrouver avec une autre. Et généralement, vous voyez comment est-ce que dans ces séparations-là, ce sont des enfants qui souffrent parce que si les enfants sont nés déjà là, les enfants sont dans cette condition et généralement on ne se soucie pas des enfants. Bon, beaucoup de gens vont me dire peut-être que non, lorsque je ne suis pas à l'aise là où je suis, est-ce que je suis venu avec des enfants comme j'ai souvent écouté. Mais je vais vous dire aussi une chose ici, mes chers amis, c'est que beaucoup de nos parents, beaucoup de nos mamans sont restés dans les foyers, pas parce que c'était bien, pas parce que tout était rose, mais parce qu'elles supportaient, elles disaient, je le fais pour mes enfants. Et nous sommes devenus aujourd'hui les hommes que nous sommes devenus. Nous sommes devenus aujourd'hui, vous êtes devenus aujourd'hui les femmes que vous êtes, des chefs d'entreprise, des grands ingénieurs, des hommes politiques, des grands sportifs de par le monde entier, au pays, partout. Partout, vous êtes des grands analystes, vous êtes des grands journalistes, c'est parce que les mamans ont supporté. Vous êtes des grandes dames parce que les mamans ont supporté. Les mamans ont dit je me sacrifie pour mes enfants. Et parfois les papas ont dit bon, la femme là n'est pas certainement celle-là qui satisfait tout ce que qui apporte ou qui m'apporte tout ce que j'attendais, tout ce que j'espérais, mais sont restés là parce que les enfants étaient déjà nés et pour préconiser et pour prioriser même l'avenir de ces enfants, je vais le dire ainsi. Mais je pense aussi que dans cet élan de choses, dans ce développement, ce que je voudrais dire ici, c'est que il faudrait que dans les couples, on apprenne à être sérieux. Quand je dis qu'il faudrait qu'on apprenne à être sérieux, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache véritablement ce qu'on veut. Parce qu'en réalité, je pense que pour qu'un mariage réussisse, pour qu'un foyer soit heureux, en fait, le mariage, c'est l'amour de l'autre. C'est en fait, moi je pense, hein, ça c'est mon opinion. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je pense que pour qu'il y ait véritablement réussite dans un couple, dans un foyer, pour qu'une famille soit une famille réussie, je pense que l'un doit mourir pour le bonheur de l'autre. Quand je dis mourir, mourir en soi, c'est-à-dire que laisser passer comment je vais dire, les avis de l'autre, les priorités de l'autre avant soi. Et si ça se fait vice-versa, vous allez voir que beaucoup vont me dire, mais non, comment est-ce que la femme doit commander dans un foyer? On dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille, mais être chef de la famille ne veut pas dire être le dictateur. Non plus que la femme va dire non aujourd'hui avec l'idéologie woke qui est venue des États-Unis. On dit non, égalité de femmes, droit de ceci, droit de cela. Pourquoi est-ce que mon mari doit tout dicter? Pourquoi c'est lui qui doit tout dire? Beaucoup de hommes sont même. Je regardais une vidéo où une femme disait dans un commentaire de quelqu'un sur une chaîne, je ne me rappelle plus, mais j'ai lu ça dans un commentaire où elle disait que elle a dû arrêter son travail parce que, en fait, elle faisait de l'entrepreneuriat et elle gagnait suffisamment d'argent, plus d'argent que son mari, et cela était source de problèmes, de difficultés, de disputes dans le foyer parce que son mari ne supportait pas qu'elle gagne autant d'argent, plus que lui, et elle était obligée d'arrêter en fait, d'arrêter ses activités. Et je me pose bien des questions. Je me pose bien des questions. Et est-ce que cela, c'est véritablement pour le bien commun ou alors c'est tout simplement de l'égoïsme? Et même, est-ce que c'est de l'égoïsme ou de la naïveté?
Parce que où est le souci si ma femme gagne plus d'argent que moi? Et si nous sommes en parfaite harmonie, au contraire, ça ferait croître notre famille, ça ferait évoluer, ça ferait propulser nos activités, notre bien-être quotidien. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. La Bible dit que euh, l'argent euh, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout, bien entendu. C'est l'amour de l'argent qui fait problème, mais l'argent répond à tout. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si vous avez un souci de santé, si vous voulez vous déplacer, si vous voulez prendre des vacances, si les enfants vont aller dans des bonnes écoles, en fait, l'argent répond à tout. L'argent vous offre un cadre de vie plus excellent. Mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Donc, dire que sa femme doit arrêter de travailler ou arrêter de faire ses activités parce que elle gagne plus d'argent que l'homme, je trouve ça un peu, je dirais même naïf à la limite, égoïste. Il y a également un autre fait que je voudrais évoquer ici dans ce sujet de la déresponsabilisation et de la banalisation du couple, du foyer, du mariage. Par nous les Africains aujourd'hui, c'est ce fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer lorsque, par exemple, se mettent ensemble et décident de se marier et que généralement l'un ou l'autre des conjoints avait déjà eu des enfants bien avant. C'est que nous les hommes, quand je dis hommes, hommes avec grand H, c'est-à-dire que ce soit les femmes, sexe féminin ou les hommes, nous avons une propension à vouloir nous mentir nous-mêmes. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu décides de te mettre avec une femme, lorsque tu décides de te mettre avec un homme, et qu'ils te disent bien avant, parce qu'il y a aussi des mensonges qui ne sont pas souvent bien, qu'ils te disent, écoute, j'ai un enfant en bas âge, je fais toujours ce parallèle, ces deux Africains, une dame et un homme, ils ont une chaîne, je ne sais pas c'est dans quel pays, mais je sais que c'est en Occident, où le gars disait à la dame dans l'émission, si euh, dans les premiers rendez-vous, tu me dis que tu as un enfant en bas âge, vraiment c'est mort. Euh, bon, tout au moins lui, il a été franc. Donc, c'est-à-dire que la chose est morte, je ne peux pas continuer. Parce que, comme il disait en 2023, personne ne prendrait une femme qui a un enfant en bas âge. Mais je dis que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que tout dépend de la responsabilité. Et parfois, les gens se mentent parce qu'ils veulent tout simplement je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est de la déresponsabilisation ou du faux courage. Montrer à l'autre que je suis capable de faire ceci. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un examen approfondi, on ne s'écoute pas soi-même et on ne... En fait, je pense que ce genre de personnes, c'est des gens qui ne se connaissent pas elles-mêmes. C'est-à-dire que tu te mets avec une femme, par exemple, et puis demain, tu commences à voir l'enfant, tu l'as trouvé avec un enfant, tu commences à voir cet enfant comme un problème. Mais mon ami, il était mieux de ne pas te mettre avec elle que de commencer à dire demain que cet enfant est un problème. Parce que si elle, elle est venue avec cet enfant, elle ne l'a pas ramassé. Elle avait, avant toi, elle a connu certainement des personnes. Ou alors, tout simplement, choisis une femme, sois honnête avec toi-même, choisis une femme, même si celle qui te plaît physiquement, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est le physique qui attire généralement en premier, avant de voir les habitudes, parce que beaucoup de gens disent non, la beauté intérieure, oui, mais attends, c'est le physique qui t'attire d'abord. Il y a quelque chose qui te fait accoster une femme, il y a quelque chose qui te fait aborder une femme, il y a quelque chose qui te fait, euh, sauf si c'est dans le cas, par exemple, des aristocraties où c'est le papa, la maman, les parents qui parlent avec les autres parents euh, et puis mettent les deux potentiels conjoints ensemble et puis organisent un mariage. Mais dans combien de familles cela se passe encore aujourd'hui? Donc, si tu as donc accepté, parce que dès le premier jour, elle t'a dit j'ai un enfant, c'est à toi d'accepter. Mais ce que je voudrais aussi également dire aux femmes ici, hein, c'est que vous faites souvent des erreurs. Moi, je le dis pourquoi? Parce que ma petite expérience de la vie, euh, euh, l'entrepreneuriat que je fais, je travaille avec beaucoup de gens, je collabore avec beaucoup de gens au bout de plus de 20 ans d'expérience par la grâce de Dieu.
j'ai collaboré avec pas mal de personnes, j'ai rencontré pas mal de personnes de toutes catégories, de toutes régions, du, pas de toutes régions du monde, mais des Africains, des Occidentaux, des Asiatiques, des Américains. En fait, j'ai rencontré pas mal de personnes. Donc, j'ai appris parce qu'il n'y a pas meilleure école que l'école de la vie. C'est que parfois, les femmes aussi, les femmes sont, elles se mentent à elles-mêmes, comme les hommes. C'est-à-dire que elles veulent manger dans les, comment je vais dire, avec deux joues. Si tu décides de te mettre avec un homme, je vais le dire ainsi, et que il faudrait déjà au départ que quand tu acceptes de te mettre avec un homme pour la vie, pour se marier avec lui, que tu as déjà des enfants bien avant, il faudrait que tu sois clair dans qu'est-ce que tu veux. Parce que il ne faudrait pas créer quelque chose qui plus tard va se retourner contre toi-même. Je le dis ainsi, je m'explique. C'est-à-dire que tu as un enfant, tu es une femme. Tu as eu un enfant avant le mariage. Maintenant, tu rencontres un homme qui te dit, ok, je t'épouse, je prends les enfants, un ou deux, quel que soit le cas. Tu as un, tu as deux, tu as trois, tu as quatre. Bon, ça dépend de tout un chacun et les moyens dont dispose la personne. Et puis maintenant, au lieu de dire à la personne, écoute, l'enfant avec lequel tu m'as trouvé véritablement le papa géniteur ne s'en occupe plus et vraiment j'accepte que tu prennes la responsabilité totale à 100%. Ça fait que euh, tu dois te mettre dans ton esprit que l'enfant qui est là est ton enfant à 100%, c'est-à-dire que tu n'attends pas que ton épouse reçoive quelque chose venant de quelqu'un parce que c'est véritable, c'est généralement ça qui cause problème. C'est par là que beaucoup de foyers se gâtent et puis parce qu'il y a pas de vérité au départ. La femme doit te dire écoute, ou alors écoute, je suis avec toi, je me mets avec toi, je veux me marier avec toi. Mais cet enfant qui est là, puisqu'il est en bas âge, puisqu'il décide de vivre avec moi, et généralement l'éducation c'est bien que l'enfant grandisse avec sa mère, parce que généralement c'est difficile de trouver que si l'enfant va en bas âge avec son papa et que son papa se mette avec une autre femme, il est difficile. Parce que généralement les femmes ont, pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes ont souvent des comportements, je ne sais pas pourquoi. Or, les femmes sont maternelles, mais quand c'est vis-à-vis, parce que vous allez voir une femme qui voit un enfant dans la rue, qui le prend, qui prend soin de lui, mais quand ça devient que c'est l'enfant de l'ex de son mari, ça devient un problème. Pas pour toutes les femmes, mais la plupart. Je ne sais pas pourquoi. Oh, les femmes sont généralement maternelles parce que c'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre. J'évoque ce sujet ici parce que ce sont les sujets de société. C'est vrai qu'on veut développer le continent, c'est vrai qu'on veut industrialiser le continent, mais c'est des sujets que nous devons également mettre sur la table. C'est des sujets que nous devons traiter. C'est des sujets à parler véritablement parce qu'il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de blessures. Et parfois, les gens commencent à construire un bon foyer, une bonne entreprise, et au bout d'un certain temps, tout se casse, tout se rompt. Et les gens vivent avec beaucoup de stress, beaucoup de tristesse. L'argent ne peut pas résoudre ce genre de problème. Ce serait se voiler le visage, ce serait se voiler la face. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que vous décidez donc de dire à l'homme, écoute, cet enfant, il a un papa, mais je me suis séparé d'avec son papa. Ça fait que son papa prend soin de lui. Moi, je ne suis plus avec son papa. Là, c'est un cas. Le monsieur sait que son épouse va souvent recevoir parce que c'est pas à lui de faire ça. Et ça peut même aller jusque-là. Euh, euh, donc, son épouse va souvent recevoir de l'argent, de choses qui viennent pour l'enfant qui est déjà là, parce que c'est un être humain, c'est pas un jouet, qui est là, en bas âge ou tout jeune, et venant de son papa géniteur, mais seulement sa maman n'a plus. Parce qu'il faut être clair, parce que les femmes, comme vous voulez souvent manger avec deux jours là, après ça vous cale le cou. Il faut dire les choses. Parce que si tu commences à jongler, c'est-à-dire que ton ex, comme tu vois que parfois c'est déjà bon là-bas où le mari avec qui tu es, ça ne marche pas, tu veux jongler, c'est-à-dire que
tu commences à vouloir encore te remettre avec lui sur le dos de ton mari avec qui tu vis à la maison. C'est ça qui va se gâter, c'est ça qui va gâter l'affaire. Parce que quand le monsieur va se rendre compte, je voudrais qu'on fasse maintenant l'inverse. C'est-à-dire que vous voyez votre mari qui a eu un enfant avec une femme avant et vous dit, bon, écoute, j'ai eu un enfant, mais cet enfant vit avec nous, ce qui est difficilement le cas. C'est souvent très difficile de voir qu'un homme qui a eu un enfant vit avec cet enfant, parce que les enfants, généralement, en Afrique, en Occident peut-être, mais en Afrique, généralement, à 95%, je dirais même 98% de cas, les enfants vont toujours avec leur maman. Maintenant, vous imaginez votre mari qui va de temps en temps passer ou se retrouver à tripoter avec son ex parce qu'ils ont eu des enfants, ou a eu des enfants et vous êtes en couple avec vous. Vous voyez euh, comment est-ce que vous allez ressentir ça? Je pense même que la meilleure solution serait, je la propose, vous pouvez dire non, mais c'est une proposition qui, pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures solutions. C'est-à-dire que si vous avez eu, par exemple, vous en tant qu'un homme, des enfants avec une femme, mais comme les femmes sont parfois un peu bizarres, parce qu'il y a des femmes qui ont des comportements très bizarres, pas toutes les femmes, dire-moi, écoute, tu es mon épouse maintenant, j'ai eu un enfant avec une femme avant. Maintenant, ce qui regarde la gestion, c'est-à-dire que mais il faudrait que cette femme soit de bonne moralité. Il faudrait qu'il y ait déjà cette symbiose, cette compréhension, cette ouverture. Parce qu'en réalité, j'ai l'habitude de dire une chose. Ta femme doit être ton amie. Pour un bon couple, ta femme doit être ton amie. Ta femme doit être ta complice. Ta femme doit être ta première confidente. Ta femme, parce que c'est ça le véritable mariage. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas avoir un couple heureux. Tu vas avoir une maison heureuse, bâtir quelque chose de fort et de puissant en faisant des cachotteries à ton épouse, en disant des choses. J'ai suivi des gens dire non, je ne dis pas tout à mon épouse, je ne lui montre pas tout ce que je gagne, mon épouse ne sait pas ce que je gagne, mon époux ne sait pas ce que je gagne. Ça, c'est vous jouez avec le feu. Moi, je vous dis une chose, c'est que vous jouez avec le feu. C'est un sujet assez large. On ne peut pas tout développer aujourd'hui, mais je pense que nous allons parler de ce sujet suffisamment sur cette chaîne pour éclairer les uns et les autres, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, pour éduquer, pour apporter notre contribution, ma modeste contribution, hein, si ça peut vous aider, parce que, comme je vous ai dit, la meilleure école, c'est l'école de la vie. Euh, Comme je disais, soyez vrai au départ. Si vous voulez que votre couple réussisse, soyez vrai. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec votre conjoint. Soyez, euh, dites la vérité de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous ne pouvez pas. Parce que vous savez exactement ce que vous ne pouvez pas accepter. Et vous savez jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. C'est-à-dire qu'en termes de supporter, en termes, vous le savez. Mais comme vous aimez jouer les dangereux, il y a un autre événement et un autre phénomène également que je voudrais évoquer ici. C'est le fait que pourquoi est-ce que quand l'homme épouse, vous avez évoqué le sujet qui fait toujours problème au niveau des couples qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire que l'homme a eu des enfants avant le mariage, la femme a eu des enfants avant le mariage, et les deux veulent jouer, ne disent pas la vérité au départ. La relation avec l'ex, avec le papa ou la maman de l'enfant est ambiguë, veulent manger sur les deux jours, surtout quand l'ex est financièrement nanti et tout ça là. Donc, et puis peut-être il y a, bon, vous savez, mais il faut être vrai. Si vous voulez réagir dans votre couple, je vous donne un conseil aujourd'hui, hein. Je peux me dire aujourd'hui, en plus de 10 ans de mariage, je peux me placer là aujourd'hui pour vous dire, mes amis, si vous voulez la réussite de votre mariage, parce que l'échec du mariage, ça tient sur un fil. Et la réussite, ça tient sur un fil. Si vous voulez que votre foyer réussisse, votre mariage réussisse, j'allais dire, vraiment soyez vrai avec vous-même d'abord et soyez vrai avec votre conjoint ou votre conjointe. Ce que je voulais dire également ici, c'est le fait que à l'époque, je travaillais avec quelqu'un, j'ai fait beaucoup de travaux pour lui, j'ai fait des travaux en centaines de millions de francs CFA, j'ai fait des travaux pour lui, j'ai beaucoup travaillé avec lui,
Bon, je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de choses, de détails ici. Et je me souviens qu'un jour, il me disait, je ne sais pas pourquoi, chez moi, quand mes frères viennent, parce que ce matin-là, je me rappelle que j'ai une petite anecdote, je suis allé chez lui et il fallait réviser un certain nombre de choses, il y avait un projet, on devait parler d'un certain nombre de choses. Et puis il était un peu comme triste, il était un peu comme tensionné et tout ça. Et puis on est sorti, on est parti, et dans le véhicule, il me disait, euh, je ne sais pas pourquoi, et c'est, vous allez voir, je vous raconte la petite anecdote, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Chez moi, euh, il est difficile de trouver un membre de ma famille qui vient et qui reste là, qui met du temps, 2, 3 jours, une semaine, euh, et qui se sent à l'aise, ou qui est à l'aise et qui est bien accueilli, et qui peut rester là. Mais tu vois bien à la maison, c'est toute la famille de mon épouse qui est là. Et j'ai souri, j'ai souri, je lui ai dit, mais ça veut dire que tu n'as pas compris la politique de beaucoup de femmes africaines. Et beaucoup de femmes ne se rendent pas compte, beaucoup de femmes ne se rendent pas compte que c'est une frustration pour les hommes, pour les époux, pour les maris qu'elles ont à la maison et ne cherchent pas à comprendre parce que ce qui se passe, c'est que généralement, les femmes, les épouses, celles que nous allons chercher comme épouses, sont toujours en train de diaboliser. Je ne dis pas ici que nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos papas, en fait, notre famille à nous, en tant qu'hommes, est sainte. Hein? Y a, quand je dis ça, c'est-à-dire les hommes, que les familles des hommes sont toujours bien accueillantes. Il y a celles qui accueillent bien la belle-fille et tout, les relations sont des relations d'amitié et tout. Mais parce qu'il y a toujours ce sentiment-là pour la maman que la fille qui vient voler le fils. Les sœurs ont ce sentiment que la fille qui vient voler leur frère, qu'elle vient leur enlever quelqu'un qui était là pour eux, pour les protéger, parce que généralement quand c'est le frère aîné, et même quand c'est le petit, parce que l'homme est toujours perçu en Afrique, dans les familles, comme celui qui protège, parce que quand on est grand, quand on est encore petit, mais quand on devient majeur, quand on atteint un certain âge, les filles, si on est né avec des filles, se sont protégées par le frère et on se dit la fille qui vient va nous l'enlever, la maman se dit la même chose et vice-versa. Donc, euh, ça fait que les femmes ne se rendent pas compte de cette frustration-là que les hommes ont et beaucoup ne s'expriment pas, mais parfois vont. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes quand ils sortent du travail préfèrent aller prendre un pot, rester dehors longtemps, rentrer, parce qu'ils se posent la question intérieurement. J'en ai parlé avec plus d'un, mais pourquoi est-ce que ma femme ne peut pas aussi accepter que ma famille, par exemple, mes frères, mes soeurs, ma maman, mon cousin, ma cousine, viennent vivre, passer du temps à la maison ou vivre. Vous allez même vous rendre compte que dans la plupart des cas, comme ce monsieur, que je ne peux pas dévoiler le nom ici parce que bon, c'était une conversation privée, je vous raconte l'anecdote. Euh, et je ne peux pas donner plus de détails parce que bon, c'est un responsable dans une administration dont je ne vais pas me mettre à étaler certaines choses ici et surtout que ce n'est pas le lieu. Donc, et puis, la famille de la femme vit carrément à la maison. La ménagère, c'est la cousine de la femme, c'est du village de la femme. La belle-mère, elle est là, elle vient de temps en temps, elle fait 2, 3 mois. La sœur est là, le cousin est là. En fait, il y a toute une dépendance même où c'est pratiquement toute la famille de la femme qui vivait là. Et vous voyez des situations comme ça, à un moment l'homme se dit mais attends. Et puis il observe, il regarde et vous allez vous rendre compte que ça crée une frustration. Il est là, il est votre mari, il vous donne tout ce que vous voulez, vous avez des enfants, mais il y a quelque chose en lui qui fait que... et puis les femmes se posent la question, je vais dire ça, qui fait que vous avez l'impression que votre homme ne vous aime plus. Voilà des choses, je vous le dis donc aujourd'hui, voilà des choses qui font en sorte que les hommes se disent, mais attends, cette femme, comment est-ce qu'elle peut ramener toute sa famille? Et vous allez vous rendre compte que dans des situations, quand il y a problème,
la femme, l'épouse, dans la plupart des cas, n'accepte pas que un membre de sa famille peut avoir tort. Je dis je ne parle pas de toutes les femmes, hein, bien évidemment, ne faites pas l'amalgame. Quand vous allez voir la vidéo, ne dites pas que, oh, il dira, non, non, non. Dans la plupart des cas, les femmes disent toujours que ceux de sa famille sont des saintes, sont des saints. En fait, sa famille ne commet jamais de crime, ne fait jamais rien de mal, tout est parfait. Et vous allez aussi voir que dans certains couples où les hommes arrivent à s'imposer, mais ce qui est très difficile, généralement, c'est la famille de la femme qui prend le dessus. Et là, dans ce cas, la femme est très malheureuse. Et généralement, c'est des motifs de séparation ou alors d'infidélité. Parce que la femme se dit, dans cette famille, mon mari, oui, mais sa maman est trop présente, ses soeurs sont trop présentes, je n'ai pas ma place. Mais beaucoup aussi font l'inverse. Donc, vous voyez, c'est des choses dont, en Afrique, nous devons débattre. Nous devons les mettre sur les plateaux télé, nous devons les mettre sur les réseaux sociaux, nous devons en débattre. Pas passer le temps à faire des plateaux qui ne servent à rien. Parler des choses véritables, éduquer la population, parler des choses vraies. C'est ça le développement personnel, c'est ça la croissance. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous avez les jets privés, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des entreprises fortes et puissantes, et vous n'avez pas un peuple qui est mentalement fort, qui est bien constitué dès la base, ça va s'écrouler à un moment comme un château de cartes. Ça va s'écrouler parce que la famille est la plus petite cellule de l'entité étatique. Si les familles ne sont pas... Vous voyez le déclin qu'il y a en Occident aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a plus de considération pour les familles. C'est parce que la famille est devenue quelque chose de banal. Les enfants ne respectent pas les parents. On peut coucher avec qui on veut. Il y a même ce qu'ils appellent union libre. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais l'un peut aller avec quelqu'un d'autre, la femme. Donc, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des valeurs africaines. Et je pense que il est normal, en tant qu'on parle, au même moment qu'on parle de l'industrialisation de l'Afrique, de l'indépendance totale, complète, définitive de l'Afrique, c'est-à-dire que monétaire, économique, militaire, à tous les niveaux de l'Afrique, nous devons également reconsidérer nos valeurs, nous devons reprendre l'éducation même dès le bas âge, parce que tout cela part de l'éducation et des considérations que nous avons vis-à-vis de la société. C'est ce qui va faire de notre peuple et de notre continent un continent puissant, un continent fort, un peuple qui se respecte et qui se fait respecter de par le monde entier. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai évoqué là. Il y a encore tellement de choses à parler. Je pense que si le Seigneur le permet, si Dieu le veut, demain ou après-demain, tout dépendra de l'état de santé et comment je m'améliore. Je vous ai dit que j'ai eu un accident, mais de ce côté-là, c'est déjà totalement à 90, 95, 90, 97% rétabli. Je me suis fait mal à la main véritablement, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va. Et après, je suis tombé malade. Mais là, je commence à récupérer véritablement et je pense que d'ici peu là, nous serons ensemble tous les jours. Nous allons reprendre nos éditions de Bonjour le Bled. Nous allons vous proposer des contenus de ce qui est éducation financière. Nous allons véritablement contribuer au changement du mindset du peuple africain pour que ce narratif-là, que nous-mêmes nous soyons les propres narrateurs de notre histoire, que nous ne laissions plus les autres narrer notre histoire, car être noir ne signifie pas être sous-homme. Bonjour, bonsoir. Et merci de m'avoir accompagné pendant ces presque 1 heure sur Action Pratique. Merci parce que vous avez pris votre temps à m'écouter. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager massivement, ce qui va nous permettre de faire croître et de grandir la communauté afin d'édifier le plus grand nombre de personnes pour que la masse critique continue de grandir et que nous soyons les architectes de notre propre destin, comme j'ai l'habitude de dire. Bonsoir et à très bientôt sur Action Pratique.